Bienvenue aux idées contre-attaque, un jeu débat que nous proposons aujourd'hui dans le cadre du Festival des idées organisé par l'Université Sorbonne Paris-Cité. Je vous prie d'accueillir aujourd'hui nos trois intervenants, Brice Roy, Anne Vanet et Claire Toury, qui sont... Donc trois chercheurs qui vont essayer de nous convaincre à chacun leur tour qu'ils méritent le statut de chevalier Jedi. Alors, ils ont pour mission de nous débarrasser de trois idées reçues et de réhabiliter trois idées jetées aux oubliettes un peu trop vite. Respecter l'équilibre de la force n'est pas une chose facile, car chasser trois idées reçues nécessite d'en réhabiliter trois pour préserver l'équilibre de la force. Vous me suivez ? Trois idées jugées démodées ou simplement mauvaises. Donc, pour convaincre le public, c'est-à-dire vous, de rétablir l'équilibre de la galaxie lointaine ou très présente, nos chercheurs devront faire preuve d'un esprit affûté et d'une force de conviction hors du commun. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, et maîtriser la force implique de respecter son équilibre. Chacun de nos chercheurs commencera par présenter une idée à combattre. Puis, chacun de ces chercheurs aura aussi une idée à libérer. À la fin de cette joute, vous allez pouvoir vous prononcer sur lequel de nos prétendants maîtrise le mieux la force et mérite le statut de chevalier Jedi. Donc nous allons commencer par les idées à combattre avec notre première intervenante, Anne Vanet, qui est professeure à l'Université Paris Diderot. Donc Anne, tu es chercheuse en biologie moléculaire, en génétique et en bioinformatique. Et je te laisse nous dire quelle idée tu vas combattre. Alors, je suis très inquiète parce que je ne sais même pas ce que c'est qu'un Jedi, donc je ne suis pas vraiment sûre de retourner ou d'aller dans le bon sens de la force. Et ce que j'aimerais combattre aujourd'hui, c'est l'idée reçue que, justement, en lien avec l'amour du risque, il n'y a plus besoin de mettre de préservatif pour se préserver du sida. C'est une idée qui est extrêmement reçue dans les jeunes générations et chez les seniors aussi, et en fait aussi chez les adultes, donc finalement chez tout le monde. L'idée reçue qu'on n'a plus besoin de préservatif vient du fait que ça fait 30 ans qu'on en parle maintenant, qu'on voit qu'il y a des médicaments et des traitements faciles à prendre, qu'on en meurt peu en région parisienne, et on oublie qu'on en meurt encore énormément dans les pays en voie de développement, et que du coup, qu'est-ce qu'on va faire avec ce préservatif qui casse un lien social d'importance ? En fait, quand on sait qu'on a encore 150 000 séropositifs en France, plus de 30 millions de séropositifs dans le monde, des dizaines de millions de morts, et que le partenaire avec qui on va se retrouver dans un lit, on ne sait jamais s'il est séropositif ou pas, et lui-même ne le sait pas. Et lui-même ne sait pas la charge virale qu'il a dans le sang, bien peut-être que ça vaut le coup quand même de se poser la question du préservatif. Ça ouvre la question aussi des épidémies en général. Le XXe siècle nous a fait mourir au début du XXe siècle de la grippe espagnole. Après, on a pris le sida en pleine tête. Le XIXe siècle, lui, c'était les bactéries. Et puis, on a trouvé les antibactériens. Le XXIe siècle, quand même, commence à faire valoir les résistances aux antibactériens et les résistances aux antirétroviraux. Donc, je pense que rien que pour rester vivant et pour tourner l'équilibre de la force, il est important de repenser à ces questions. Merci beaucoup, Anne. Alors, Claire, tu es déléguée générale d'AnimaFac. Tu es auteure d'une thèse en sociologie sur les engagements étudiants. Tu t'intéresses aussi bien aux activités bénévoles des étudiants qu'à des mouvements comme Nuit debout. Alors, quelle idée vas-tu combattre pour nous aujourd'hui ? Alors, je vais essayer de combattre l'idée que le référendum serait un outil démocratique. Oui, intéressant. Hein. Parce que du coup, en réalité, ce que je vais essayer de vous démontrer là en 4 minutes, c'est que le référendum est un outil populiste, dangereux et absolument pas démocratique. Pourquoi populiste ? Parce que déjà, est-ce que c'est vraiment possible de réduire un sujet extrêmement complexe à oui ou non? Est-ce que sortir de l'Union européenne, est-ce que l'austérité en Grèce, est-ce que la réforme des régions ou la réforme du Sénat, est-ce qu'on peut vraiment répondre à ces questions simplement par oui ou par non? Ça, c'est mon premier point. Mon deuxième point, c'est que finalement, quand on met en place un référendum, quand on est un homme ou une femme politique, on ne cherche pas nécessairement à avoir une réponse à la question que l'on pose à travers le référendum. Je m'explique. Quand De Gaulle, en 69, met en place son référendum sur la réforme des régions, sur l'installation des régions plutôt, et la réforme du Sénat,
et qu'il s'avère que le résultat n'est pas celui escompté, il démissionne. Pourtant, ce n'est pas la question qu'il a posée, il n'a pas demandé s'il devait démissionner, mais il démissionne quand même. Quand Cameron se demande aux Britanniques s'ils veulent ou non sortir de l'Union européenne, et qu'il s'avère que les Britanniques votent oui, il démissionne encore une fois. Pourtant, ce n'est toujours pas la question qui a été posée. Donc ça, c'est mon deuxième point. Mon troisième point, c'est plutôt le lien entre légitimité référendaire et légitimité élective. En fait, qui est le plus légitime entre les deux? Et donc, du coup, je reprends l'exemple de la Grande-Bretagne parce que c'est un exemple qui est particulièrement intéressant. Excusez-moi. Quand Cameron, en 2015, donc en campagne électorale, annonce qu'il va faire un référendum sur la sortie de l'Union européenne, il prend à la fois une décision populiste, mais aussi une décision dangereuse, parce qu'il se retrouve en posture de pompier pyromane. En fait, il allume un feu qu'il va devoir ensuite éteindre, et ça va lui coûter très cher, puisqu'il n'aura pas les résultats escomptés. Ça, c'est le premier point. Ensuite, quand Theresa May se retrouve au pouvoir, et qu'elle doit mettre en place un Brexit, elle se retrouve dans une posture compliquée, puisqu'elle a un mandat du peuple qui lui demande de sortir de l'Union européenne, et qu'elle a en face d'elle des parlementaires qui sont plutôt pas vraiment pro-Union européenne, ça reste des Britanniques, mais en tout cas, ils ne sont pas forcément dans une démarche de sortie de l'Union européenne. Donc du coup, elle décide de mettre en place un Brexit fort, sans avoir forcément le mandat ni des parlementaires, ni du peuple, pour mettre en place un Brexit fort. Et mon dernier point, c'est que finalement, le référendum, c'est la mort des corps intermédiaires. Alors les corps intermédiaires, c'est quoi? C'est la société civile, c'est les groupements d'intérêts, en fait, les associations, les syndicats, les lobbyistes, etc. Et comme l'a dit Maud, moi je travaille dans une association, donc je défendrai jusqu'à la fin les corps intermédiaires comme ayant un rôle majeur dans la démocratie. Alors, le référendum, c'est l'illusion qu'on peut s'en passer. C'est l'illusion qu'on peut demander au peuple de répondre à une question complexe sans passer par des groupements d'intérêts qui, en fait, sont d'une certaine manière experts d'un sujet. Alors, comment ça se passe pour les corps intermédiaires? C'est des individus qui vont se réunir entre eux et qui vont défendre des intérêts et donc, du coup, développer une certaine expertise à propos de ces sujets. Pardon. Excusez-moi. Donc, ils vont développer une certaine expertise à propos de ces sujets et ils vont être réunis autour d'une table par les pouvoirs publics sur des sujets parfois complexes comme l'abolition de la peine de mort, comme l'euthanasie, comme la GPA, comme l'avortement, etc. Et j'en passe. Et du coup, les pouvoirs publics vont réunir autour de la table des corps intermédiaires aux avis différents, mais aux avis éclairés. Et chacun peut en fait rejoindre ces corps intermédiaires sans problème. Donc du coup, mon propos, c'est que le référendum est antidémocratique parce que, 1, il est populiste, 2, il donne l'illusion au peuple qu'il peut répondre à des questions complexes sans forcément être informé, et 3, il tue les associations. Merci beaucoup Claire pour cet exposé éclairant. Brice Roy, tu es chercheur, tu fais une thèse en philosophie sur les jeux vidéo et tu es également artiste numérique et cofondateur du collectif Wine Life Remains. Tu défends l'idée que le jeu est un art et j'ai lu que tu as lié tes pratiques de concepteur de jeu à celles de l'Oulipo. Et donc on va... Pas du tout. Ah, j'ai lu un mauvais article alors. Alors quelle est l'idée que tu vas combattre ? Alors pour l'idée à combattre, je propose de combattre l'idée qu'il faut de l'imagination pour créer. Donc ça c'est une idée assez commune, hein, que voilà, quand pour un créateur, pour un artiste, il faudrait avoir de l'imagination pour trouver des nouvelles idées. Alors bien sûr, ça dépend de la définition qu'on donne de l'imagination. Il y en a de nombreuses en philosophie, mais dans le sens commun, on définit l'imagination comme la faculté qui nous permet de nous représenter des choses absentes. Et puis aussi, on va pouvoir dire que l'imagination, c'est une faculté qui permet de faire des associations. Donc des associations, pour un artiste, c'est assez intéressant de pouvoir associer des choses qu'on ne combinerait pas habituellement, auxquelles on ne penserait pas associer habituellement. Alors c'est très intéressant, mais moi je vous propose de défendre au contraire l'idée que pour créer des choses nouvelles, pour faire surgir de l'inattendu, des choses qu'on n'a pas vues jusque-là, au contraire, c'est peut-être plus intéressant d'être pauvre en imagination, et en tout cas, alors pour ma part, dans ma pratique, puisque j'ai une double casquette, une casquette de philosophe et puis une casquette d'artiste,
eh bien, la méthode que j'emploie, elle consiste précisément, d'une certaine manière, à me priver d'imagination. Et donc, alors comment est-ce que je m'y prends? Donc j'ai deux méthodes. Donc là, simplement, je me suis dit qu'en 4 minutes, c'était une bonne idée de vous présenter ces deux méthodes. La première, c'est tout simplement de me pencher sur une situation arrêtée, un certain état de l'art, des choses, et de regarder qu'est-ce qui est problématique dans cette manière d'aborder les choses ou de représenter les choses. Par exemple, dans le cadre de mon parcours artistique, j'ai créé un jeu qui s'appelle Génération et qui a pour particularité de durer 250 ans et qu'on transmet de génération de joueurs en génération de joueurs, ce qui pose un certain nombre de questions, notamment sur l'obsolescence des supports technologiques ou la capacité du jeu à pouvoir être transmis de la même manière qu'on peut transmettre, par exemple, un tableau ou une œuvre d'art en général. Donc c'est la question du rapport entre patrimoine et jeu, une association qui n'est pas forcément, vous voyez, usuelle pour un tas de raisons. Et donc le point de départ de cette proposition, c'est pas du tout une idée comme ça qui s'impose et qui arrive un petit peu, on ne sait pas de nulle part. C'est au contraire tout simplement l'identification d'un allant de soi qui, au contraire, se caractérise par sa grande stabilité et de se demander qu'est-ce qui se passe si on essaye de proposer un autre agencement. Donc ça, c'est un premier exemple. Et puis la deuxième type de méthode, c'est de ne pas du tout savoir où on va aller. C'est-à-dire que souvent aussi un mythe qu'on peut avoir quand on se demande mais comment est-ce qu'un artiste crée une œuvre, c'est de se dire il a d'abord une idée préconçue, puis ensuite il l'externalise, il la matérialise. Une approche qui est aussi assez intéressante, c'est au contraire de mettre en place une situation qui fait qu'on ne va pas du tout savoir ce qu'on va créer. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Dans le cadre de ma pratique en tout cas, pourquoi est-ce que ça m'intéresse de travailler sur le numérique? C'est que le numérique a une particularité, c'est que comme c'est une technologie de l'automatisation, vous avez la possibilité de mettre en place des règles et des principes très simples au sein d'un programme informatique et de voir ce qui va se passer. Et du coup, en regardant ce qui se passe, vous allez pouvoir constater que le programme ne se comporte pas de la manière dont n'est pas conforme à ce que vous aviez pu prévoir. Alors bien sûr, là aussi, il y a des méthodes pour provoquer de l'inattendu, pour provoquer ce qu'on peut appeler aussi de l'émergence. Et après, du coup, la compétence de l'artiste, ça ne va pas du tout être d'être imaginatif, mais d'être à l'écoute de sa propre œuvre pour être capable d'accompagner la tendance vers laquelle ce que vous avez créé, veut aller. Voilà. Merci. Je ne sais pas si vous sentez là en ce moment que le déséquilibre de la force est extrême, puisque nous venons de combattre 3 idées et il va falloir rééquilibrer tout ça. Avant cela, je vais laisser les intervenants discuter un petit peu entre eux pendant quelques minutes, se poser des questions. Moi, je me jette sur le micro parce que j'ai trouvé ça génial, le débat sur le référendum, est-ce ou non démocratique. Et justement, en préparant ce petit topo ensemble, je m'étais posé exactement la même question au moment où on devait voter aux dernières élections. Et je me suis dit, en fait, j'ai plus envie que tout le monde vote. Donc je me suis dit, Anne, non, tu n'es plus démocratique. C'est un truc qui est important pour toi, mais finalement, c'est plus quelque chose qui peut porter finalement des idées importantes. Et du coup, je me suis posé la même question pour cette question de référendum. Comment on peut vraiment arriver à convaincre des gens en leur disant ta voix n'a pas d'importance ou ta voix, elle compte moins qu'une autre voix? Oui, alors moi je pense quand même que c'est bien que tout le monde puisse voter, mais en fait, on en a discuté juste avant. Donc en fait, le problème du référendum, à mon avis, c'est que on veut réduire quelque chose d'extrêmement complexe à des réponses extrêmement simples. Et en fait, c'est là où c'est problématique. Alors c'est vrai qu'on peut se dire que le système présidentiel français, très incarné, où on vote pour un individu,
est un peu une forme de référendum, et un peu réducteur aussi. Sauf que, déjà, ça me permet de rajouter que le référendum, c'est quand même le grand truc de De Gaulle, hein, et c'est quand même lui qui a lancé cette 5e République très incarnée, et donc le référendum est un peu devenu un prétexte, disons une réponse à un pouvoir hyper centralisé de l'exécutif. Ça, voilà. Et puis ensuite, il faut quand même pas oublier que suite à l'élection présidentielle très incarnée, on a quand même des élections législatives, et que même si on peut regretter que le Parlement en France soit peut-être plus faible qu'ailleurs, les lois sont votées là-bas, et que du coup, on a des débats, on a des échanges, on a des constructions, et puis pendant une élection présidentielle, les corps intermédiaires, pour le coup, passent quand même beaucoup de temps à essayer d'influer, de défendre des intérêts et de faire en sorte de convaincre le futur ou la future élue que ce qu'il porte peut être intéressant en termes de construction de politique publique. Alors j'avais une petite question, je me demandais en t'écoutant si on ne peut pas renverser les choses. Alors je sais que là, tu abordes la question depuis le modèle des institutions françaises, mais si on prend le cas de la Suisse, la pratique du référendum, c'est une sorte de pratique qui s'inscrit, qui a une certaine régularité. Hein. Et est-ce qu'on ne peut pas, au contraire, se demander si le rôle des corps intermédiaires n'est pas de travailler à la proposition régulière de référendum ? Ouais. Alors le cas de la Suisse est toujours un cas intéressant, mais en fait, peut-être que le rôle des corps intermédiaires, c'est de travailler à la construction régulière de consultation des individus, mais ça prend pas forcément la forme d'un référendum. Aujourd'hui, alors après ça peut être contesté aussi, et puis je sais pas si ça intéresse vraiment tout le monde, mais aujourd'hui il y a des outils numériques qui sont quand même assez performants et qui permettent régulièrement de consulter les individus dans la construction des lois. Enfin, par exemple, il y a une association qui s'appelle Parlement et Citoyens qui a créé en fait un espace en ligne et qui travaille avec les députés, les parlementaires, et les parlementaires vont soit soumettre une idée de loi ou une idée d'amendement et les citoyens vont pouvoir réagir, ou alors les citoyens vont pouvoir aller sur cette plateforme pour proposer des idées de loi ou des idées d'amendement auxquelles les parlementaires vont pouvoir répondre. Mais voilà. Mais moi, j'ai peut-être aussi des petites questions à vous poser, du coup. En fait, je trouvais ton propos intéressant, Brice, parce que finalement, c'est ce qu'on se disait aussi un peu avant, sur est-ce que finalement, il y aurait vraiment quelque chose de créatif qui nous dépasserait tous, qui pas tous pour le coup, mais qui dépasserait les artistes et qui leur permettrait d'être plus imaginatifs et plus créatifs que d'autres. Et moi, je suis sociologue, donc en fait, j'ai envie de dire que non, parce que tout est construit. Hein. Je pense qu'il n'y a rien de... Enfin, si, quelques trucs, mais sans doute pas ça de très naturel. Mais c'est ce que je te disais avant, quand j'ai écrit ma thèse, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est le moment où j'ai arrêté de penser d'abord pour écrire ensuite, mais où je me suis mise à penser en écrivant. Et en fait, du coup, où je me suis rendu compte qu'en fait, on était capable de produire de la pensée en faisant, et que c'était peut-être réducteur de penser qu'on pensait d'abord pour produire ensuite. Voilà, enfin, c'était une petite réaction, mais... je sais pas, j'ai pas trop... je vais peut-être rebondir plus tard, mais... Moi, j'ai été très touchée par cet héritage d'un jeu qui dure 250 ans. Touchée dans mon interrogation. On pourrait donc hériter de virtuel, on pourrait hériter de pas sa famille. Et finalement, qu'est-ce qu'on touche là ? En fait, on touche plein de concepts centraux. Alors, je ne vais pas répondre à ta question, mais par contre, ça me permet peut-être d'articuler Moins les 35 points si tu ne réponds pas à ma question. Ce qui est assez intéressant dans ce que tu dis, c'est que pour la question de la connexion entre la création et l'imagination, une manière d'expliquer peut-être pourquoi est-ce qu'on pense souvent qu'un artiste, un créateur a de l'imagination, c'est peut-être que le propre d'une œuvre est de provoquer des associations, des représentations nouvelles chez ceux qui ensuite sont en rapport avec l'œuvre en question. Et c'est d'ailleurs pour ça souvent qu'on se dit « Ah mais est-ce que c'est vraiment ce qu'a voulu l'artiste ?» etc. Et alors là on met le pied dans la question des intentions, on tombe dans le psychologisme. Mais peut-être parce que justement, une des particularités d'une œuvre d'art, mais pas seulement d'ailleurs, c'est de provoquer comme ça des associations d'activer le travail de l'imagination, et donc par effet de report, on suppose une symétrie
du côté du travail de l'artiste. Alors qu'en fait, cette symétrie, il n'y a rien qui la... Enfin, c'est pas une évidence, en tout cas. Moi, je peux me poser une question à moi-même. Non, je me pose pas une question à moi-même, mais je pose une question peut-être pour rebondir sur l'amour du risque et de ce fameux préservatif. Justement, le préservatif et l'amour du risque, on fait quoi? Il y a des gens qui choisissent, et là c'est volontaire, c'est pas parce qu'ils y pensent pas, parce que ça leur fait peur. Il y a des gens qui choisissent de pas mettre de préservatif et qui souhaitent effacer la mort dans une espèce de relation entre désir et mort. Alors là, je touche des trucs que je connais pas du tout. Et peut-être que vous pouvez éclairer ça. Moi, je suis que scientifique, mais ça me pose question. Non. Ce qui est intéressant avec ce sujet-là, c'est que c'est très très compliqué de prendre la parole sur le sujet parce qu'il est en raison de sa charge. C'est très compliqué de dire bon, voilà, est-ce que c'est un peu inattaquable comme sujet. Mais l'exemple que tu donnes montre que c'est pas le cas et qu'il y a des postures existentielles, des choix de vie qui sont peut-être complètement à rebours de cette idée verrouillée qu'il faudrait absolument éviter d'être contaminé, des choses comme ça. Et là, on touche aussi à peut-être à une question sur la nature de la vie, parce que alors ça, tu vas peut-être nous éclairer, tu peux nous éclairer peut-être sur un axe plus scientifique, mais on parle d'un virus. Et le propre d'un virus, c'est sur la question du vivant. Il y a un rapport entre la viralité et le vivant et la question de l'évolution. Il me semble qu'il y a des connexions là-dessus. Alors ça, c'est super chouette comme question, parce que les scientifiques n'arrivent déjà pas à dire si un virus c'est vivant ou pas. La définition de la vie, en général, on dit que quelque chose est vivant quand il est capable de se nourrir. Or, un virus, ça ne se nourrit pas. Qu'il est capable de grandir. En fait, un virus, ça ne grandit pas. Ça se reconstruit comme des Legos, c'est-à-dire que ça infecte une cellule, ça reproduit les choses, les petits morceaux de ce virus dans la cellule, et puis après, ça se refait en Lego et ça fait un nouveau virus. Et puis après, ça doit aussi se reproduire, un truc vivant. Et en fait, là, ça se reproduit que par voie parasitaire. Donc déjà, qu'un virus soit vivant, déjà, on n'est déjà pas d'accord. Et alors, le lien à la vie, ça c'est marrant parce que je dis souvent ça à mes étudiants, la vie c'est la nature, et la nature c'est pas gentil, c'est rien en fait. La nature c'est de l'essai-erreur depuis des milliards d'années qui arrive à un résultat dont on n'a pas à dire ni que c'est un choix, ni que c'est beau, ni que c'est gentil, ni que c'est pour faire des gentils êtres vivants. Donc en fait, toutes mes réponses sont, je sais parce que c'est la vie, en tous les cas, c'est pas ce qu'on y met en général de générosité, d'amour, enfin pas pour moi. C'est pas pour ça que l'amour n'existe pas, il existe sûrement autre part, mais pas comment je peux l'expliquer moi. Et non, en fait, le virus n'a pas vraiment de lien avec la vie qu'on imagine. Mais par contre, le Lego qui se donne de génération en génération et qui, avec des mutations, permet d'évoluer et avoir une sélection naturelle qui va sélectionner des choses, oui, ça me va bien comme définition. Alors merci à tous les trois pour cet échange. J'apporte juste peut-être un petit Lego en rappelant ce qui a été dit au débat des 13 minutes hier, une théorie de Freud sur la bobine, qui explique que le bébé tout petit a comme une espèce de doudou avec un fil, c'est pour ça qu'on l'appelle comme une bobine, et qu'il lance son doudou et ça lui fait horriblement peur. Et après, il ramène le doudou vers lui et il est vraiment rassuré et il se sent heureux et vivant. Il paraît qu'un nourrisson seul peut jouer à ce jeu de la bobine beaucoup. Et Freud s'en sert pour apparemment expliquer le rapport aux conduites à risque, parce que c'est se faire peur pour être rassuré avec le doudou après. Mais voilà. Donc nous allons passer aux idées à libérer, puisque la force est très déséquilibrée. Donc nous allons commencer par Brice, qui, dans le cadre de ce festival des idées sur l'amour du risque, prend un vrai risque, compte tenu du métier qu'il exerce, avec l'idée qu'il souhaite libérer. Oui, alors en fait je voulais défendre l'idée que les jeux vidéo sont dangereux. Alors, vous savez sans doute, vous êtes sans doute un peu familier des débats sur la question du jeu vidéo.
avec d'un côté, d'abord, hein, c'est justement l'idée usuelle que les jeux vidéo seraient dangereux. Ils seraient dangereux alors pour une tas de raisons. Je ne vais pas les énumérer toutes, mais notamment le risque de déconnexion par rapport au réel, la question de la violence, l'addiction à la technologie, et puis tout simplement l'inutilité, c'est-à-dire qu'on perdrait son temps. Bon. Et donc ça, c'est un peu notre point de départ. Et puis vous avez aussi un ensemble d'acteurs dont a priori je devrais faire partie, mais je ne me mets pas là-dedans parce que je ne suis pas du tout d'accord avec ce genre d'argumentation, qui vont nous raconter que, non, le jeu vidéo n'est pas du tout dangereux. Et donc au contraire, hein, il s'agit de rassurer tout le monde en disant, non, mais attention, finalement, ces descriptions qui nous mettent en garde contre les dangers du jeu vidéo, elles auraient pas de fond, ou en tout cas elles seraient on pourrait les relativiser assez facilement. Par exemple, on pourrait dire, bon ben voilà, tous les jeux vidéo ne sont pas dangereux, donc vous voyez bien, en fait on est dans une caricature qui viendrait gommer l'hétérogénéité de l'existant. Ou alors on va avoir des gens qui vont dire, mais si, mais alors on dit que le jeu vidéo est inutile, mais regardez, ce n'est pas vrai. Vous avez des gens, vous avez des joueurs, à force de jouer à des jeux de tir, ils développent des capacités de vitesse de traitement de l'information qui font qu'après, dans leur cadre professionnel, ils vont être plus performants que bien d'autres. Bon, voilà, ce genre d'argumentation qui essaye de nous rassurer en nous disant non mais en fait on est sur une pratique qui est tout à fait acceptable, et ce genre d'argumentaire fait bien les affaires notamment de l'industrie du jeu vidéo, qui ont souvent, l'industrie qui a souvent pour objectif de vendre du divertissement. Je ne veux pas tomber dans des caricatures, mais en tout cas un des axes, une des manières dont le jeu vidéo est présenté, c'est de se dire voilà, c'est un divertissement, et donc comme au fond ce n'est qu'un divertissement, il n'y aurait pas à s'en inquiéter. Pourquoi est-ce que j'ai un problème avec ça, et pourquoi je pense qu'au contraire il faut assumer et défendre cette idée d'une dangerosité du jeu vidéo? Alors pour quelle raison? C'est que je considère qu'on a affaire à un médium qui peut être comparé à d'autres médiums comme le cinéma, la littérature, la bande dessinée, pourquoi pas, et que finalement le propre d'une forme d'expression, c'est justement de pouvoir, une des caractéristiques, c'est de pouvoir avoir un impact. Alors là aussi, je ne suis pas en train de dire que le jeu vidéo n'aurait de sens et d'intérêt que quand on lui donnerait comme ça une finalité politique. Mais si vous prenez l'exemple du cinéma, est-ce que c'est pas parce que l'image a un pouvoir, parce qu'il y a un pouvoir particulier de l'image, qu'ensuite on peut détourner, utiliser, instrumentaliser le cinéma pour faire des films de propagande? Bon, cette possibilité-là, elle est envisageable parce que vous avez un médium qui a un pouvoir particulier. Et donc de dire que le jeu vidéo comme ça n'aurait aucune espèce de dangerosité, c'est le meilleur moyen à mon sens de neutraliser, de castrer, si on peut dire, une forme d'expression nouvelle dont les possibilités ne sont pas clairement délimitées. Et au fond, finalement, ces deux approches, la première qui dit attention, risque de déconnexion par rapport au réel, et la deuxième qui dit mais non, regardez, pas du tout, ce n'est que du divertissement où ça permet de réfléchir plus vite, elles sont au fond d'accord. Elles sont au fond d'accord sur l'idée que ce qu'il faut absolument évacuer, c'est le danger. La première en disant on a une pratique dangereuse, il faut l'évacuer, et la deuxième, ce n'est pas dangereux, donc il n'y a pas de raison de l'évacuer. Mais dans les deux cas, on est sur une certaine vision du monde, une vision du monde dépourvue de risques et de dangers. Et donc là, on pourrait bien sûr développer sur ce qui était dit dans l'introduction de l'intervention par rapport au goût du risque et au danger qu'on peut prendre, notamment en mettant les pieds dans un domaine dont on ne connaît pas les limites et les propriétés. Merci d'avoir pris ce risque, Maurice. Anne, tu crois au proverbe? Oui, alors moi je voulais absolument reporter les fleurons de tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Et en fait,
Nous, l'avènement de la force des scientifiques, ça a vraiment été le XXe siècle. On a réussi à prôner qu'en réfléchissant et en essayant d'établir une vérité, on allait sauver le monde. Il s'avère maintenant qu'avec les fake news et les réseaux sociaux, et l'information n'est plus du tout la même et on ne s'appuie plus sur la vérité. Alors c'est un problème que moi j'ai, parce que ça me rend extrêmement inquiète de me dire sur quoi les raisonnements vont se baser. Peut-être que la vérité, c'est peut-être pas un truc super central, mais enfin, au moins c'est un point partagé par tous et on sait où on va. Cette histoire de fake news, on pourrait avoir un point partagé qui ne soit pas la vérité, mais le point de chacun n'est même pas partagé par tous. Chacun va là où il a envie d'aller. On s'aperçoit que déjà politiquement, ça pose de gros soucis. Et en fait, j'ai rencontré il y a 15 jours un gars formidable qui est prix Nobel, en plus d'être formidable et sympathique et intelligent, qui s'appelle Saul Perlmutter, qui est un gars qui fait de l'astronomie et qui est astrophysicien donc. Et c'est lui notamment qui a prouvé que le cosmos était en expansion de plus en plus accélérée. Et il a décidé de ne plus enseigner cette physique-là à ses étudiants pour enseigner le raisonnement scientifique. Parce qu'il est bien persuadé qu'aujourd'hui, si on ne repart pas sur tourner cette fois sa langue dans sa bouche en se disant ce que je pense pas, qu'est-ce qu'on me donne comme critique, est-ce que c'est vraiment étayé ce raisonnement, est-ce que je le partage ou est-ce que je le repartage pas, c'est des choses qui ont complètement disparu pour une grosse partie de la population au profit de comment je communique, comment je me montre, comment je peux déployer mon ego dans un réseau social. Et donc je pense que c'est la responsabilité de chacun, et quand il y a des gars aussi intelligents que Perlmutter qui commencent à s'inquiéter de ça et qui essayent d'enseigner ça maintenant à l'international, et il prend contact avec plein d'universités pour qu'ensemble on prenne ce risque partagé à essayer d'enseigner le raisonnement scientifique aux non-scientifiques. C'est pas qu'on trouve ça génial, le raisonnement scientifique, c'est souvent chiant, et je suis d'ailleurs en train de vous emmerder à parler de ça. Mais en tous les cas, il y a une petite base qui est peut-être une base de structure de notre société qu'on voudrait pas perdre. Merci Anne. Claire, tu repars dans l'archaïsme. Je voudrais réhabiliter le fait de prendre des notes à la main. Surtout quand on est étudiant, en fait. Alors du coup, je vais vous parler d'une étude absolument passionnante qui a été réalisée par des chercheurs à Princeton, en Californie. Des psychologues qui, du coup, se sont demandé ce qui était le plus efficace. Est-ce qu'il est plus efficace de prendre des notes à la main ou est-ce qu'il est plus efficace de prendre des notes à l'ordinateur ? Alors qu'est-ce qu'ils ont fait, ces chercheurs ? Ils ont réuni dans un laboratoire des étudiants qu'ils ont divisés en deux groupes. Et ils ont fait un cours un peu classique et ils ont demandé donc aux étudiants de prendre des notes, évidemment. Et ensuite, ils ont interrogé ces mêmes étudiants sur deux choses. D'abord, ils les ont interrogés sur ce qu'ils avaient retenu des éléments factuels qui avaient été transmis. Et il s'avère que quand on parle des éléments factuels, prendre des notes à la main ou prendre des notes à l'ordinateur ne change rien. Les étudiants ont retenu de la même manière les faits. Ensuite, ils ont interrogé les étudiants sur ce qu'ils avaient compris, sur les concepts abordés, etc. Et là, le fait de prendre des notes à la main permet très 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 largement devant les autres d'assimiler plus rapidement les concepts. Pourquoi pas ? Premier résultat. Pour poursuivre l'expérience, ils ont dit à ces mêmes étudiants « Retrouvons-nous dans une semaine, gardez vos notes avec vous, révisez-les si vous voulez. Dans une semaine, on vous interroge de nouveau sur d'autres points. » Une semaine après, même résultat, les étudiants ayant pris des notes à la main, dès qu'il s'agit de concepts, les assimilent mieux, les retiennent mieux que les étudiants ayant pris des notes à l'ordinateur. Alors pourquoi ? Déjà, ils se sont rendus compte, en étudiant les notes des étudiants qui tapent à l'ordinateur, que ces étudiants-là notent tout. En fait, ils notent presque tout, c'est presque du verbatim. Ils notent mot à mot ce que va dire le conférencier ou la conférencière. Parce qu'ils peuvent taper très très vite, contrairement à leurs collègues qui prennent note à la main, qui eux ne peuvent pas se permettre de noter très très rapidement et qui du coup doivent faire un effort de mots-clés et d'assimilation pour réécrire à leur manière et en prenant des notes plus rapides ce que le conférencier ou la conférencière a dit. C'est ça notamment qui explique le fait d'assimiler plus rapidement les choses, parce que prendre des notes à la main nécessite forcément d'assimiler plus rapidement les informations puisqu'il faut les reformuler.
Alors ce qu'ils ont fait, ces chercheurs, ils se sont dit, bon ben très bien, c'est un élément intéressant, donc on va informer les étudiants qui prennent des notes à l'ordinateur qu'il ne faut pas prendre du verbatim. Ils leur ont dit, surtout ne tapez pas mot à mot ce que l'enseignant ou l'enseignante est en train de vous dire, essayez de reformuler au fur et à mesure. Et là, les étudiants ont dit, mais on n'y arrive pas. On est incapable de taper à l'ordinateur ce que la personne en face de nous est en train de nous dire et de reformuler en même temps avec nos mots pour pouvoir les assimiler. Alors moi, j'étais un peu frustrée, juste ce résultat, c'était un peu frustrant, donc j'ai un peu cherché du côté des neurosciences. Et en fait, ce que les neuroscientifiques disent, c'est que finalement, le fait de prendre des notes à la main, c'est presque automatique. Quand on est en train de noter, on n'est pas en train de penser qu'on est en train de noter. En fait, on est en train de noter de façon presque automatique ce que l'on est en train de nous dire, et du coup, on pense davantage au fond plutôt qu'à la forme. Tandis que quand on tape à l'ordinateur, il faut à la fois se soucier de ce que la personne est en train de nous raconter, et de ce que l'on est en train de faire lorsqu'on est en train de taper. C'est ça notamment qui explique la grande différence, et surtout le fait que les étudiants ne parviennent pas à reconceptualiser tout de suite. Alors, a priori, ces résultats sont assez probants, hein. Ils montrent que prendre une note à la main, c'est bien plus efficace. Là où je vais quand même émettre une nuance à mon propos, c'est que je pense que c'est vrai aujourd'hui. Je pense que ce qui serait intéressant, c'est de reconduire la même étude dans 20 ans, avec les étudiants de dans 20 ans, qui vont avoir appris à prendre des notes à l'ordinateur beaucoup plus tôt que les étudiants d'aujourd'hui, et qui du coup, en fait, seront sans doute capables de taper à la machine de façon aussi automatique que ce que les étudiants d'aujourd'hui sont capables de prendre des notes. Voilà. Merci beaucoup. On se sent mieux, la force est rééquilibrée. Je vous laisse échanger un peu sur vos... J'avais une première question en fait, qui vous concerne toutes les deux. C'est en fait par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, hein, sur la manière dont on réfléchit par rapport au support. Donc, et donc le fait aussi de tourner 7 fois sa langue dans sa bouche, finalement, on voit bien, hein, qu'il y a un écho entre ces deux sujets. Il me semble aussi qu'il y a un point important, c'est de regarder quelles sont les propriétés matérielles de l'écriture. Donc ça, vous pouvez vous référer notamment au travail de Jack Goody à ce sujet. À partir du moment où vous écrivez sur une page, vous avez une problématique qui arrive aussi à chaque fois. C'est la première, c'est la non-réinscriptibilité de ce que vous avez mis. À moins d'écrire avec un crayon papier et une gomme, une fois que vous avez inscrit quelque chose, vous devez vous y tenir. Donc ça, c'est une première particularité. Et même avec une gomme, on voit que la complexité de effacer, réinscrire, ça n'a pas de soi. Et en plus de ça, combien de fois vous pouvez le faire avant de détériorer le papier? Et le deuxième axe, assez important, c'est la quantité de surface disponible sur une page donnée, 2 pages données, etc. Quand vous comparez ces observations, si vous faites la comparaison entre ça et le numérique, qu'est-ce que vous avez? Vous avez au contraire un support où la préservation de ce que vous avez inscrit demande des procédures supplémentaires, sauvegardées, et bien sûr, à chaque fois que vous avez sauvegardé, ça n'empêche en rien de pouvoir réinscrire à tout moment. Deuxième chose, vous n'avez pas de limite sur la quantité de surface disponible. Et ça pose... ça veut dire quoi? Ça veut dire que la pensée n'est pas contrainte. Il n'y a pas les mêmes contraintes pour la pensée. Comme on a une double question, et moi j'ai pas compris la question qu'on me posait, je vais dire un truc. Justement sur ce papier, moi j'étais beaucoup en Afrique pour des missions humanitaires, et l'utilisation du papier, il n'a absolument rien à voir. Les gens écrivent tout petit, et du bord de la feuille jusqu'à quelles que soient les marges, et on remplit totalement le papier. Et là, on voit tout l'intérêt, effectivement, de la taille du papier. Et à côté de ça, j'ai des collègues à l'université où ils écrivent super gros et il y a plein de place sur le papier. Et ça serait un papier, ça serait une page blanche, en fait, pour les Africains. Ce papier qui est une page remplie pour nous. Voilà. Moi, j'ai une question pour toi, Anne, une remarque par rapport à ce que tu disais sur ton collègue prix Nobel qui décide finalement de ne plus enseigner de contenu, mais d'enseigner une méthode. Et en fait, mais c'est une question un peu pour vous deux, d'ailleurs même pour toi, Maud, est-ce que en réalité,
et là ça dérive un peu de nos sujets, mais est-ce qu'en réalité, et là à l'ère du numérique où les informations sont plus facilement accessibles, est-ce que le nouveau rôle des enseignants, c'est pas justement d'enseigner une méthode pour être capable de bien faire la différence entre ce qui est vrai, ce qui est faux, sourcer, etc., etc., et surtout une manière de penser une méthodologie, disons, pour réussir à construire une pensée comme on nous le demande dans le monde académique. Est-ce que c'est pas finalement ça aujourd'hui le rôle des enseignants? Alors je parle pas du rôle des chercheurs, mais du rôle des enseignants en tant qu'enseignants, plutôt que de transmettre un savoir de façon un peu descendante à la mode des vieux cours magistraux qu'on a connus, enfin peut-être plus vous que moi d'ailleurs, mais... Alors là, tu fais grandir la force, Claire. Rien à redire. Oui, complètement. En fait, maintenant, on s'aperçoit que... donc j'ai une casquette numérique dans l'université aussi et je dois un peu adresser ce genre de questionnement. Et du coup, on s'aperçoit que l'enseignant maintenant sera plus quelqu'un qui va apprendre à apprendre, qui va donner des techniques, sachant qu'il va falloir, maintenant que les gens se forment tout au long de la vie, parce qu'on n'apprendra plus un métier pour toute la vie, on va changer régulièrement de métier, les progrès vont aller grandissant, le numérique va prendre de plus en plus de place, donc il va falloir se reformer tout le temps, et toutes ces formations ne pourront pas être suivies par des enseignants. Donc il va falloir apprendre aux gens à apprendre seuls. Alors ça, c'est la réalité. Maintenant, comment les enseignants vont accepter ça, ça c'est autre chose, parce que nous on a été choisis pour proférer un savoir. Et donc ça, je pense que ça va être le côté le plus difficile à chasser. Merci, vous avez pris le risque de venir et nous vous en remercions et j'espère que vous allez remercier avec moi nos 3 intervenants qui ont pris le risque de défendre leurs idées en 4 minutes, ce qui est très difficile quand on est enseignant-chercheur et qu'on a l'habitude de parler beaucoup. Donc c'était un vrai défi pour eux. Merci d'être venus.